Aujourd'hui, tu vas voir les films avec la meilleure photographie de l'histoire du cinéma. Des œuvres où chaque plan est une peinture, où la lumière et l'ombre ne se contentent pas d'éclairer. Elles racontent une histoire, elles te font ressentir. Des films qui ont redéfini l'apparence possible du cinéma. Aujourd'hui, sur Ciné Prime. Blade Runner n'est pas seulement de la science-fiction. C'est une descente dans un futur mourant, où chaque plan brûle d'une beauté toxique. Jordan Cronenweth crée un monde où la pluie ne purifie pas, elle couvre la pourriture. Néon, fumée épaisse, ombre tranchée par des stores, tout est étouffant, magnifique et agonisant. Aucun plan n'est vide. Chaque image est au bord de l'effondrement. Chaque cadrage semble être le dernier d'un monde qui s'éteint. Les yeux rouges des réplicants, les publicités géantes qui dévorent le ciel, les reflets qui ne montrent jamais la vérité. Ce n'est pas une esthétique, c'est un avertissement. Blade Runner semble humide, industriel, infini, mais brisé. La caméra n'observe pas. Elle flotte comme un esprit piégé entre humain et machine. Visuellement, il n'existe rien de comparable. Son atmosphère a été copiée 1000 fois, jamais égalée. C'est la nostalgie du futur. Tout ce que tu vois semble chargé d'histoire, de poids, d'une blessure ancienne. Et au milieu de cette beauté sale, la douleur d'exister, celle que même les machines ne peuvent éviter. Une œuvre qui ne montre pas un monde. Elle le presse. Et elle le pleure. La liste de Schindler se distingue par une photographie brute, presque documentaire, qui nous rend témoins, de manière réaliste, des horreurs de l'Holocauste. Chaque plan semble voler à un souvenir douloureux. Janusz Kaminski compose des images qui ne cherchent pas la beauté, mais la vérité. Les rues vides, les visages creusés, la fumée qui enveloppe tout, une froideur documentaire qui paralyse. Le noir et blanc durcit l'image, la rend plus physique. La cendre flotte dans l'air, les uniformes se confondent avec la crasse du sol, et la caméra ne se cache jamais. Elle regarde droit comme un témoin obligé. Et puis, arrive ce manteau rouge, un point de couleur qui ne soulage pas. Il désigne, il souligne l'insupportable. La photographie ne cherche pas à embellir l'horreur, elle la met à nu. Chaque cadrage semble chargé d'une immense responsabilité. Ne pas oublier, pas de spectacle, pas de trucage. Juste un regard qui enregistre ce que personne n'aurait jamais dû voir. Kaminski ne cherche pas l'émotion facile, il cherche à marquer, et il y parvient. Ce que tu vois dans la liste de Schindler ne s'efface pas, ça reste comme une cicatrice bien filmée. Le 7e saut est une conversation visuelle avec la mort. Ingmar Bergman, avec sa caméra, et Sven Nykvist derrière elle, créent un univers où la lumière et l'obscurité s'affrontent dans chaque plan. La photographie ne se contente pas de documenter, elle plonge dans l'âme humaine, pleine de doutes et de peur. Les vastes plaines de Suède semblent s'effondrer sous un ciel lourd et gris. Les visages, éclairés avec une précision que seul Nykvist sait atteindre, paraissent proches et lointains à la fois. Chaque regard, chaque geste est imprégné d'une gravité pesante. Et la fameuse partie d'échec avec la mort. Ce n'est pas seulement une scène iconique, c'est la représentation visuelle du dilemme existentiel suprême. La caméra capte l'immobilité et le désespoir de ce moment, sans hâte, laissant la mort s'approcher lentement. Le 7e saut est une œuvre où la photographie ne cherche pas à plaire. Elle cherche à tourmenter, elle nous confronte à notre mortalité, et le fait d'une manière si visuellement marquante que chaque image reste gravée dans l'esprit, comme une ombre éternelle. The Revenant ne se regarde pas, il se ressent dans la chair. Emmanuel Lubezki transforme chaque plan en une expérience sensorielle extrême. La caméra n'observe pas, elle survit. Elle rampe dans la boue, frissonne dans le froid, respire avec les personnages. Aucun artifice, aucune lumière ajoutée. Tout a été filmé à la lumière naturelle. Cette décision change tout. Les forêts gelées, les levées de soleil embrumés, les cieux sans fin ne sont pas un décor, ce sont des menaces. Chaque plan semble prêt à s'effondrer, comme le corps de Hugh Glass. Le plan séquence initial, lors de l'attaque du campement, est une leçon magistrale d'immersion. Brutale, fluide, incontrôlable. Lubezki ne filme pas de l'extérieur. Il nous plonge dans le chaos. L'utilisation du grand angle et de la proximité extrême fait que même le souffle sur l'objectif fait partie du récit. The Revenant n'est pas seulement un exploit technique. C'est une vision brutale de la nature et de la douleur humaine. La photographie n'embellit pas la souffrance, elle l'épuise jusqu'à l'os. L'un des films les plus physiquement filmés de l'histoire. Et ça se sent à chaque image. 2001, l'Odyssée de l'espace ne semble pas avoir été filmé. Il semble transmis depuis le futur. Dans les années 60, Kubrick et le directeur de la photographie Geoffrey Unsworth ont accompli quelque chose qui paraît encore aujourd'hui impossible. Représenter l'espace avec une précision et une beauté inégalées. Chaque plan est conçu avec une obsession quasi mathématique.
La photographie ne fait pas que soutenir l'histoire, elle la construit. Les couleurs froides, les cadrages symétriques, les silences interminables, tout sert une seule sensation, l'inconnu. La lumière ne tombe pas, elle flotte. Les décors tournent, les astronautes glissent en apesanteur. Et la caméra est toujours là, imperturbable, capturant l'impossible avec une clarté surhumaine. Pas de chaos, pas d'artifice. Juste l'abîme de l'espace, aussi magnifique qu'effrayant. 2001 ne vieillit pas, car il n'appartient à aucune époque. Sa photographie reste une référence absolue de perfection visuelle. Chaque image est de l'architecture pure, du cinéma pur. Kubrick ne voulait pas nous montrer l'espace, il voulait nous confronter à l'infini. Et il l'a fait. In the Mood for Love, la caméra observe, espionne, écoute et respire entre les murs. Wong Kar-wai et Christopher Doyle créent l'une des atmosphères les plus sensuelles et contenues du cinéma. Tout est contenu, le désir, la tristesse, les gestes inachevés. La photographie est couleur, texture, temps suspendu, rouge, vert, jaunes éteints. Chaque teinte a un poids émotionnel. La lumière pénètre en biais, à travers des claustras, des miroirs, des couloirs étroits. Rien n'est frontal, tout est suggéré. Les cadrages ressemblent à des tableaux, mais des tableaux qui murmurent. La caméra suit les personnages comme si elle craignait de les interrompre. On ne voit presque jamais leurs visages en entier, mais on les ressent plus que jamais. Pas de grands mouvements, seulement des répétitions, des routines, des rencontres manquées. Mais chaque plan est composé avec une telle minutie qu'il en devient douloureusement beau. In the Mood for Love est une photographie émotionnelle. Chaque image parle du désir, non pas par une passion explosive, mais par l'absence. Par ce qui n'a jamais été. L'un des films les plus beaux jamais filmés, et aussi l'un des plus tristes. Blade Runner 2099 n'est pas seulement à la hauteur d'un classique, il le dépasse visuellement à tous les niveaux. Roger Deakins transforme chaque plan en une œuvre d'art monumentale. Aucun cadrage n'est négligé, aucune lumière n'est posée au hasard. Tout a du poids, tout impressionne. Si l'original était déjà une révolution visuelle, cette suite l'élève à un autre niveau. Plus ambitieuse, plus sophistiquée, plus dévastatrice. Ici, la science-fiction n'est pas qu'un genre, c'est une atmosphère pure. Une symphonie de néon, d'ombre et de désolation. Chaque couleur, l'orange de Las Vegas, le bleu électrique des pluies artificielles, le gris sale des villes mortes, construit un monde à la fois magnifique et terminal. Un lieu où la beauté est froide et solitaire. Deakins n'éclaire pas, il sculpte avec la lumière. Villeneuve ne réalise pas un blockbuster, il construit une élégie visuelle sur l'âme, le synthétique et la mémoire. Blade Runner 2099 est l'un des films les plus beaux jamais réalisés, et, sans doute, le plus puissant de sa décennie. Une cathédrale d'images, un jalon dans l'histoire de la photographie cinématographique. The Tree of Life ne raconte pas une histoire, il te projette dans une expérience sensorielle, poétique et cosmique. Emmanuel Lubezki, en état de grâce absolue, signe l'une des photographies les plus stupéfiantes jamais captées au cinéma. La caméra n'observe pas, elle flotte. Elle se déplace avec la gravité du souvenir, la fragilité de l'enfance. Tout est lumière naturelle, mouvement libre, plans intimes qui semblent respirer. Lubezki transforme le quotidien en sacré. Une main sous l'eau, le soleil filtrant entre les feuilles, un regard furtif. Mais Terrence Malick ne s'arrête pas à l'intime. Le film saute du domestique à l'origine de l'univers. Et visuellement, il le fait sans effort. Des galaxies à la naissance de la vie sur Terre, chaque image est une révélation. Aucun artifice. Seulement lumière, corps, âme. Le cinéma dans sa forme la plus pure. L'arbre de la vie est une symphonie d'images qui traverse le temps, la mémoire et le divin. Une œuvre qui ne s'explique pas, elle se contemple, elle se ressent, elle se rappelle. Il y a des films qui restent dans la rétine. Paris, Texas s'ancre dans l'âme, avec l'une des directions de la photographie les plus puissantes et émotionnellement chargées que le cinéma ait offerte. Robbie Muller ne cherche pas seulement la beauté, il cherche du sens. Chaque plan est soigneusement composé pour refléter l'état émotionnel des personnages. Le désert, les routes, les motels, tout semble faire partie de l'âme de Travis. L'utilisation de la couleur est précise, symbolique. Des tons chauds qui contrastent avec une histoire froide, des néons agressifs, des paysages brûlés par le soleil, des cieux infinis qui écrasent les personnages de leur vide. Pas de filtre stylisé ni d'effets numériques. Seulement la caméra, la lumière naturelle et une sensibilité presque douloureuse. Et la lumière, toujours pleine d'intention. Elle n'éclaire pas, elle révèle. Dans la cabine, le visage de Jane apparaît par fragments, réfléchi, brisé. Travis, dans l'ombre. Rien n'est laissé au hasard. Chaque cadrage est un portrait émotionnel. Paris, Texas prouve que la photographie n'est pas qu'une question d'esthétique. C'est du récit, c'est de l'émotion. Et ici, c'est tout simplement inoubliable.
Barry Lyndon possède la plus belle photographie de toute l'histoire du cinéma. Il a redéfini ce qui était possible avec une caméra. Stanley Kubrick et le directeur de la photographie John Alcott n'ont pas filmé un film. Ils ont peint une œuvre d'art en mouvement. Chaque plan semble sorti d'un musée. Composition, lumière, couleur, tout atteint un niveau technique et esthétique encore inégalé aujourd'hui. Tourné presque entièrement à la lumière naturelle ou à la lueur de vraies bougies, le film a nécessité des objectifs spéciaux développés par la NASA. Cela a permis de capturer des intérieurs avec une atmosphère unique, intime, où l'obscurité n'est pas un défaut. Elle est texture, elle est vérité. Aucune lumière artificielle, seulement la réalité pure et une beauté impossible à reproduire. Les cadrages sont parfaitement symétriques. Les compositions rappellent les tableaux de Gainsborough ou Vermeer. Mais ce n'est pas qu'un style. Chaque image a une intention dramatique. Le décor parle toujours du personnage, le réduit, l'isole, le condamne. Barry Lyndon n'est pas seulement le chef-d'œuvre visuel de Kubrick, c'est le sommet absolu de la cinématographie comme art, une référence éternelle, la perfection incarnée en images.